Imagine que notre compréhension de l'œuvre se base uniquement sur des mensonges et que Eiichiro Oda se fout de nous depuis le début de l'œuvre. Imagine que les gentils soient finalement les méchants et que les méchants soient finalement les gentils. Et c'est ce que je vais vous prouver dans cette vidéo, que les pirates qui œuvrent pour la liberté depuis le début de l'œuvre sont finalement ceux qui vont amener le monde à sa perte et que le gouvernement qui oppresse les peuples soit finalement celui qui protège la planète. Tu dois très certainement me prendre pour un fou, mais je suis sûr que tu as mal compris toutes les explications qui sont données par Genko. Pour vous expliquer exactement de quoi il en retourne, je vais analyser l'intégralité de son discours, le coupler avec les informations que nous a donné le docteur Vegapunk concernant le risque du monde d'être englouti sous les flots et surtout de sa principale découverte, il n'y a pas de gentils ni de méchants. Couplé aux informations qu'on a sur la fresque avec les trois mondes et les affrontements entre le bien et le mal, je vais vous donner ma version des faits. Si tu souhaites avoir des analyses cohérentes, si tu souhaites avoir des informations qui se réalisent presque toujours dans le manga, je vous avais pré-shot Shamrock, je vous avais pré-shot que Harald était un vrai pacifiste, eh bien tu es au bon endroit. Je vais tout vous expliquer pour vous démontrer que depuis le début, Im-sama œuvre pour la sauvegarde de la planète. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette review du chapitre 1146 de One Piece. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes plus de 50% à ne pas vous abonner à cette chaîne, à donner directement ton avis en commentaire. C'est une review qui est assez compliquée avec pas mal de thèmes abordés, de la structure, de la théorie. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin et donne-moi ton avis. Je lis l'intégralité des avis qui sont notés sous chacune de mes vidéos. Les frérots, à mettre le maximum de pouces bleus et bien sûr à partager cette vidéo. Le premier point que je voulais développer avec vous, c'est bien sûr le fait que Genko se soit reconstitué. Ça nous rappelle bien sûr le pouvoir du Gorosei qu'ils ont utilisé avec parcimonie sur l'île d'Ex-Hit. Bien sûr, je suis ironique. Et sur le lien très privilégié qu'ils ont donc avec Im-sama. De ce qu'on a pu comprendre avec la mort de Saturne, Im-sama leur confère un pouvoir qui ressemble à de l'immortalité, mais en contrepartie, c'est Im-sama leur enlève ce pouvoir, eh bien, il meurt directement. On peut voir que Saturne s'est transformé en squelette et on peut donc en déduire que le vrai corps de Saturne est peut-être mort il y a un certain nombre d'années et que donc Im-sama a stoppé la vieillesse du membre du Gorosei, lui conférant un certain nombre de pouvoirs, et lorsque Im-sama le lui enlève, alors celui-ci eh bien, est de nouveau impacté par l'impact du temps. Et avec aujourd'hui la reconstitution du corps de Genko, on se demande si l'intégralité des chevaliers divins n'a pas le même pouvoir. Bien que ça semble séduisant au niveau un petit peu de la résistance du personnage, ça pose quand même le problème d'avoir Im-sama au cœur, au centre névralgique de l'intégralité du pouvoir non seulement des membres du Gorosei, mais également des chevaliers divins. Donc, toutes les personnes au sommet de la pyramide des dragons célestes au niveau de la force et de la puissance a un seul et même point faible, Im-sama, puisque si Im-sama venait à mourir ou à se faire battre, alors l'intégralité des 5 membres du Gorosei et de tous les chevaliers divins en viendrait à perdre directement la vie. En plus, ça transforme un petit peu ces nouveaux personnages qui viennent de nous être présentés comme des marionnettes, et je trouve ça dommage au niveau charisme et aura du personnage d'avoir finalement des gens qui sont aussi dépendants de la tête pensante au sommet de l'État. J'aurais préféré avoir des personnages qui soient plus indépendants, qui aient un libre arbitre et qui puissent directement agir d'eux-mêmes, quitte à peut-être même se rebeller. Souvenez-vous, avec Genko, on avait imaginé qu'elle puisse être une traîtresse, que ça puisse être une révolutionnaire, ou en tout cas qu'on ait des doutes ou de l'intrigue autour de son commitment, de son attachement à l'ordre des chevaliers divins et à Im-sama. Mais là, il n'y a plus aucun doute. Ce sont des personnages qui ne sont que des soldats,
qui ont un libre arbitre des plus réduits. Le Gorosei aujourd'hui ne peuvent pas contredire Im-sama, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle décide, ils sont obligés de lui obéir. Et comme on vient de dresser un personnage hyper charismatique, frère de Shanks, je parle bien entendu de Shamrock, je trouve qu'avec un petit peu cette structure d'énergie et d'immortalité liée à Im-sama, le personnage a un petit peu moins d'aura. Et c'est peut-être la volonté d'Eiichiro Oda finalement. On nous a présenté le personnage de Shamrock, un personnage un petit peu qui enlevait de la superbe et de l'aura à Shanks. Je vous l'expliquais, d'un côté on avait un Shanks manichéen, très gentil, porteur de la volonté de Luffy, porteur de la volonté de Goldie Roger qui est là pour élever les gens. Et on avait enlevé tout potentiel un petit peu d'aspect sombre avec le développement de Shamrock qui lui était machiavélique, calculateur, puissant, etc. Peut-être qu'en plaçant Shamrock comme une marionnette, ça donne plus de possibilités au personnage de Shanks d'avoir une horizon plus diverse, plus large et de rendre un personnage qui serait un peu plus gris que le manichéisme présenté presque par l'auteur en le séparant d'un côté un frère qui est totalement bon et de l'autre un frère qui est totalement mauvais. Sora. Bon, forcément, faut parler du cas Brook. Je suis pas un expert parce que l'arc où Brook apparaît, je l'ai pas lu depuis un certain nombre d'années, Thriller-back. Ça n'a pas fait partie de ma relecture. Là, j'ai relu jusqu'à Alabasta et ensuite j'ai relu de l'arc Dressrosa jusqu'à la fin. Donc, ça reste encore assez obscur pour moi parce que je crois que c'est une lecture qui date de plus de 15 ans. Donc, je pourrais pas te donner les tenants et les aboutissants. Mais comme tout le monde, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux et ce qu'on sait de Brook, c'est qu'il a appartenu à une garde royale. Mais ça colle pas avec l'intégralité des informations et des détails qui nous donnent depuis qu'il a rejoint l'équipage et surtout depuis Elbaf. Parce que dans le monde de One Piece, ceux qui voyagent beaucoup, c'est normalement les pirates. Donc autrement dit, en tant que garde royale, tu fais pas tant de voyages que ça. Donc normalement, t'es pas censé être au courant de qui est-ce que sont les chevaliers divins. En plus, c'est dit que apparemment, dès que t'as affaire aux chevaliers divins, c'est que t'approches plus ou moins de la vérité ou des hautes sphères ou du gouvernement. La phrase de Loki dans le chapitre 1145, elle est quand même très intéressante puisqu'il dit directement à Luffy: si j'étais assez loin pour croiser des types comme eux, je serais déjà le roi du monde. Donc c'est pas des connaissances que tu devrais avoir en tant que simple garde royal. Peut-être qu'en tant que garde, sur certaines rêveries, il a été amené à se déplacer et dans ce cas-là à connaître cet ordre, celui des chevaliers divins, mais ça n'explique pas par exemple les connaissances qu'il a sur Elbaf. Il a dit en voyant l'école: ah tiens, ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici, et c'est pas le genre de voyage que tu fais comme quand tu es garde royale. C'est très rare par exemple que la garde royale ou le seigneur d'Alabasta se rende directement sur Dressrosa ou sur Wano ou là sur Elbaf. C'est dans le monde de One Piece un petit peu la chance réservée aux pirates d'aller d'île en île. Donc même si c'était le garde royal d'un royaume assez puissant, ce n'est pas déjà le garde royal d'un des royaumes qu'on a connus, et on a visité Alabasta, on a visité Dressrosa, on a visité Wano. Enfin, on a visité la plupart des capitales. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autres grands royaumes qui est connu dans le monde de One Piece. Donc, ça m'étonnerait que Brook, dans son passé, ait fait partie de l'équipe royale d'une île que les Mugiwara ont déjà visité, ce qui fait que ça resserre un petit peu l'étau autour de ce personnage. Je connais pas exactement la date de la mort de Brook, ni même de son vivant. Je crois qu'il est mort il y a 90 ans, ou alors Brook a 90 ans, je ne sais pas, donc n'hésite pas à me donner directement ton avis en commentaire. Mais plus il y a de signes, plus je me dis que si ça se trouve, Brook a vécu pendant le siècle oublié. Comme c'est une période que j'ai pas lue, c'est peut-être faux et peut-être démenti par rapport à certains éléments du manga. Donc pour une fois, je vais vous demander vos connaissances. Si vous avez des connaissances strictes sur l'époque où aurait vécu Brook, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Mais en tout cas, il cache un lourd secret et Oda nous cache ici et là des textes qui font office pour moi de foreshadowing et qui un petit peu précède une révélation sur le passé de ce personnage. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire.
ワンピースは実在する。Encore une fois, j'étais seul à vous expliquer une certaine mécanique d'Eiichiro Oda, une mécanique qui lui permettait de conserver la tension dans une narration et de garder un petit peu ses lecteurs en haleine tout le long d'un arc. Et une de ses techniques préférées, c'est de changer la perception que l'on peut avoir d'un personnage en jouant sur le point de vue de celui qui l'observe. Et c'est ma théorie que j'ai fait à partir du personnage de Pudding, que je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo du chapitre 1141, où Oda s'était joué de nous 2, 3, 4 fois en nous présentant tantôt comme un personnage maléfique, puis comme un personnage qui est finalement bon, puis retour sur un personnage maléfique, et avec les derniers événements, on s'est rendu compte que finalement Pudding avait un bon fond. C'est quelque chose qui permet de susciter de l'émotion chez le lecteur, et dans l'arc d'Elbaf, Eiichiro Oda a joué avec exactement les mêmes cartes concernant le conflit qui pouvait y avoir entre d'un côté Loki et de l'autre Harald. En effet, Loki nous est présenté comme un personnage machiavélique qui œuvre pour la destruction d'Elbaf et même du monde, et à l'inverse, on nous présentait le brave Harald comme un guerrier qui était pacifique, qui était prêt à se briser les cornes, à se mutiler par pacifisme, et qui avait instruit les géants avec la mise en place d'une bibliothèque et d'une école. Ça, c'était les discours qu'on nous donnait, mais notre feeling et celui des personnages nous prenait directement à contre-pied. Par exemple, le personnage de Luffy avait une confiance envers Lucky, et il y avait plusieurs éléments qui pouvaient nous montrer que Harald n'était pas aussi pacifiste que certains nous le présentaient. Effectivement, on pouvait voir que son épée était plantée dans le crâne de Jarl, que les chevaliers divins, eh bien, le connaissaient déjà puisqu'ils voulaient se rendre sur sa tombe. Et pour Loki, on avait un peu la même chose. Finalement, si Loki était quelqu'un de bon, et c'est ce qu'il semble être, alors forcément, Harald, qui l'a tué, n'était pas quelqu'un d'aussi pacifique que l'on nous l'avait présenté. Et les arguments étaient sous nos yeux depuis le début, et plusieurs personnes se sont précipitées dessus pour dire que finalement non, Harald est une mauvaise personne, il a pactisé avec les chevaliers divins, et comme Loki finalement nous est présenté comme un personnage bénéfique, alors forcément c'est que Harald doit avoir quelque chose à cacher. Et moi j'ai dit non, ça ressemble trait pour trait aux actes de Pudding, et quelque chose qui nous est montré de manière trop évidente depuis le début ne peut cacher qu'un rebondissement scénaristique. Et j'avais prédit, encore une fois, que le personnage d'Harald nous serait présenté finalement comme un réel pacifiste. Mais attention, l'arc n'est pas fini, et même si j'ai raison, ce n'est qu'un des premiers rebonds parmi tous les rebonds que pourra faire Eiichiro Oda. Et tant qu'on n'aura pas le flashback final qui va nous montrer un petit peu une horizon à 360 degrés des personnages et des valeurs de Loki et d'Harald, Oda peut jouer sur les perceptions de n'importe quel personnage pour nous mener en erreur, et c'est ce qu'il va faire jusqu'à la fin de l'arc. Moi je prédis que Harald sera finalement un pacifiste, mais d'ici là, Oda pourra jouer avec nous et nous le représenter comme un personnage machiavélique. Je pense que celui-ci était en contact avec les chevaliers divins, puisque ceux-ci le connaissent et voulaient se rendre sur sa tombe, qui les a suivis jusqu'à un certain point idéologique, et que finalement, avant de mourir, il s'est retourné et qu'il a choisi la voie pacifiste pour les géants, très certainement parce qu'il ne voulait pas que ceux-ci choisissent, eh bien, un parti ou un autre pendant la guerre finale qui allait arriver. C'est sûr que le gouvernement et Harald avaient prédit que le monde allait être englouti par une guerre, la guerre dont nous parle le Dr Vegapunk, la guerre qui devrait se voir affronter les armes antiques entre elles, les armes antiques capables de faire monter la levée des eaux et d'engloutir le monde. C'est par un réel aspect de pacifisme et pour éviter la guerre qui se déclare que Harald ne peut être un véritable pacifiste.
La théorie que je vais vous expliquer nécessite que vous compreniez un petit peu le monde dans lequel on vit et que vous ayez en tête toutes les informations qui nous ont été données dans la fresque d'Elbaf, dans le discours du Dr Vegapunk, mais également dans ce chapitre 1146 avec les éléments qui nous sont montrés par le personnage de Genko. Pour comprendre l'origine du monde de One Piece, on va commencer par la fresque qui nous présente 3 mondes, et ces 3 mondes ont la même particularité, ils ont été le théâtre de 3 guerres. 3 guerres qui ont opposé des parties adverses, certains démoniaques et d'autres qui sont des entités divines issues du désespoir des humains. Mais le point commun entre les 3 mondes, c'est que ce sont 3 guerres qui ont profondément changé, traumatisé la planète. Dans la première guerre, on a le Serpent Rouge qui pourrait être la naissance de Grand Line, ce continent qui sépare directement le monde en deux, qui a un traumatisme assez puissant pour la planète. Le deuxième monde présente la guerre qui a été à l'origine de la première montée des eaux. 80% des surfaces du globe ont été englouties, des millions de personnes ont été tuées à cause de cela. Et la guerre qui nous pend au nez risque de provoquer, là encore, à cause des armes antiques, une montée des eaux qui cette fois serait fatale à l'intégralité de l'humanité. Dans ces 3 guerres, on a pu voir que quel que soit le parti, d'un côté les démons qui se sont présentés ou Nika, le sauveur des peuples, si la guerre a lieu, alors la planète est meurtrie et la planète se modifie. Et c'est exactement ce que nous a présenté un petit peu le Dr Vegapunk. Face à la destruction de la planète, finalement, il n'y a pas de raison ou de tort, il n'y a pas de gentil ou de méchant. Tout libérateur des peuples opprimés que soit Nika, s'il se bat contre n'importe quelle entité démoniaque du premier monde, du deuxième monde ou du troisième monde, fatalement, la planète va subir des dommages, et on ne parle pas de petites tempêtes ou de tornades, on parle d'un continent qui sort des eaux avec la naissance de Grand Line, ou alors la montée des eaux qui peut engloutir jusqu'à 80 voire 100% de la totalité de l'espace où l'humanité peut vivre. À partir de cela, il peut y avoir plusieurs conséquences. Et l'une d'entre elles, c'est celle qu'on a utilisée dans notre propre monde et qui s'appelle le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est le fait de transmettre de génération en génération la mémoire des fautes que nous avons commises pour que la génération suivante ne commette pas les mêmes erreurs. On prend un petit peu la Seconde Guerre mondiale. Si aujourd'hui, au collège, au lycée et même en primaire, on te parle de la Shoah, c'est pour que ça reste profondément ancré en toi comme une erreur de l'humanité. Et qu'une fois adulte, tu ne commettes pas la même erreur, que tu ne fasses pas les mêmes choses, que tu ne glisses pas vers le racisme, le totalitarisme et que tu ne provoques pas des guerres avec ton voisin. Et on peut voir aujourd'hui que malheureusement ça a échoué, non seulement pour la Seconde Guerre mondiale, mais pour aussi les 2000 ans d'histoire qu'on te raconte quand tu es enfant pendant les cours d'histoire, où on te parle des différentes guerres, des différentes famines, des différentes problèmes qu'a eu l'humanité. Ça ne nous empêche pas aujourd'hui en 2025 d'être exactement dans la même position où les pays se font la guerre presque à nos portes en Ukraine, ou des conflits qui vont un petit peu naître entre les grosses forces en présence, les États-Unis ou la Chine. On risque, et on est déjà dans une guerre économique qui nous rappelle un petit peu la guerre froide. Le devoir de mémoire est en train d'échouer dans notre monde réel. Donc, la seconde proposition qui nous est montrée aujourd'hui dans One Piece et que je tente de déchiffrer, la proposition de Oda est le contre-devoir de mémoire, et il semble que c'est ce qu'a essayé de faire le gouvernement. Le gouvernement, pour éviter qu'une autre guerre se propage dans le monde, a décidé non pas de partager le devoir de mémoire de génération en génération, de faire passer le flambeau, lui non, il a décidé complètement de l'effacer, en se disant que finalement, si le gouvernement opprimait les peuples et si ceux-ci n'avaient plus accès au devoir de mémoire, alors
il n'y aurait aucune rébellion possible, et donc s'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de guerre, et s'il n'y a pas de guerre, alors notre troisième monde n'aura pas de modification structurelle de la planète, de son environnement, comme les deux premiers mondes ont eu. Je vous le rappelle, la naissance de Grand Line qui a séparé le monde en deux, ou alors la montée des eaux qui a tué près de 80% de la planète. Le pari de Im-sama était de se dire que, au lieu de partager le devoir de mémoire et de faire en sorte que tout le monde se rappelle que faire la guerre c'est mal, c'est pas bien et ça peut détruire la planète, lui il a décidé d'enlever à la base toute la mémoire, tout l'espoir des peuples, et en l'opprimant pendant 800 ans, il s'est dit qu'il n'y aurait plus la naissance de personnages assez puissants pour les combattre comme Nika, et donc on ne risquait pas une troisième guerre. C'est quelque chose de très intelligent de la part de l'auteur qui montre que depuis le début, on avait sans doute tort concernant le gouvernement et concernant Im-sama. Il ne cachait pas le siècle oublié pour légitimer leur puissance, légitimer leur pouvoir et faire en sorte de vivre dans l'opulence. Non, s'ils ont fait tout ça, c'est pour éviter qu'on ait une guerre qui soit une catastrophe écologique. Et dans ce cas-là, nous en tant que lecteurs, on se pose la question, est-ce que le prix de notre liberté vaut la destruction de la planète? Et c'est intéressant dans le monde de One Piece, comme c'est intéressant aussi dans notre monde. Finalement, ce devoir de mémoire qu'on nous donne depuis notre enfance, notre éducation, est-ce que c'est quelque chose qui va nous empêcher nous-mêmes de devenir acteurs des prochaines guerres ou des prochains bouleversements écologiques? C'est une description de notre monde par les effets complètement opposés de ce qu'on a mis en place, qui nous ouvre l'esprit sur des actes et sur une philosophie qui est assez intéressante. Et finalement, ça nous invite à réfléchir sur notre propre monde. Est-ce que c'est en faisant des bonnes actions qu'on a un impact positif et en faisant des mauvaises actions qu'on a un impact négatif? Ou alors est-ce que c'est complètement l'inverse? En faisant des actes négatifs, tu peux déboucher sur quelque chose de complètement positif. Et à l'inverse, en faisant uniquement des choses positives, est-ce que tu peux pas finalement déboucher sur quelque chose de complètement machiavélique et destructeur? C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'ici, c'est une des vidéos les plus longues que j'ai fait en termes de review pour le manga One Piece, c'est une qui m'a demandé le plus de travail en montage, donc n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de format, bien sûr à me donner ton avis en commentaire sur l'intégralité des sujets que j'aurai traités pendant cette vidéo, et à me mettre un petit commentaire avec le mot-clé pastèque si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te souhaite une excellente semaine. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo autour de toi. Et je te dis à ciao, bye bye, à mardi pour le spoiler du chapitre 1147. Allez, ciao!